18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Dans le sillon des protestations contre la réforme des retraites, un débat a émergé sur le sens que l'on donne au travail, à la fois en tant qu'individu et aussi en tant que société. Pour en parler avec moi, j'accueille Jean-Marie Frey, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, auteur d'un livre sur l'Europe et également youtubeur. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Ouais, je vous en prie. Donc la réforme des retraites du gouvernement Borne propose un allongement de la durée du temps de travail pour la majorité des Français. Mais alors, pourquoi travaille-t-on ? Est-ce que c'est toujours le cœur de notre existence ? Alors qu'une partie de l'opposition propose à l'inverse une réduction du temps de travail et promeut le droit à la paresse, on pourra en discuter de ce droit à la paresse, on peut être perdu avec toutes ces réflexions. Quelle clé la philosophie peut nous donner pour réfléchir sur notre rapport au travail ? Alors, d'abord, philosopher, c'est toujours questionner le réel, et c'est toujours poser d'abord cette question, c'est de quoi parle-t-on ? C'est-à-dire, si on parle du travail, il faut déjà s'entendre précisément sur la notion, et plus précisément encore sur la nature même du travail. Alors, indépendamment des questions d'actualité, il me semble qu'il est nécessaire d'emblée de distinguer le travail d'une simple activité. Donc le travail est une activité, mais toute activité n'est pas travail. Dans le travail, il y a une dimension toujours de transformation de quelque chose, et de transformation de quelque chose par une conscience. Ce qui signifie, si on réfléchit comme ça, qu'il y a quelque chose dans le travail qui est proprement humain. Vous voyez, donc il suffit d'aborder... Donc un animal ne travaille pas ? En ce sens-là, oui, mais bon, la question de savoir si l'animal est conscient ou pas, c'est une question que je ne vais pas trancher devant vous. Moi, je citerai simplement Descartes qui dit que je ne peux pas pénétrer dans le cœur des bêtes. Donc, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais simplement, je peux observer qu'un animal a un corps spécialisé. Par exemple, une araignée tisse très très bien sa toile parce qu'elle a un corps parfaitement adapté à cette activité-là. Elle a un corps spécialisé. Alors que moi, en tant qu'être humain, pour travailler, je dois faire avec un corps qui précisément n'est pas spécialisé, comme l'indique la main. Et donc, pour travailler, j'ai besoin d'outils. C'est-à-dire que j'ai besoin d'éléments puisés dans le réel qui sont eux-mêmes déjà le résultat d'une transformation. Donc, le travail, si on le pense comme ça, est lié à l'humanité, ce qui, alors après on va en discuter, mais ce qui donne d'emblée une véritable valeur au travail. Et par exemple, donc ce que fait Isabelle toutes les semaines, c'est-à-dire une chronique magnifique sur les ondes du Centre FM, c'est pas du travail rémunéré, pour autant ça produit de la valeur intellectuelle, c'est la vie locale, ça promeut les 400 coups, etc. Est-ce qu'on peut appeler ça du travail ? Alors ça, c'est vraiment une très très bonne question, parce que si on pense le travail comme une activité consciente de transformation, c'est la transformation consciente d'un donné par l'intermédiaire d'outils. Immédiatement, il faut distinguer le travail d'une simple activité salariée. Donc, on peut travailler sans que ce travail soit rémunéré. Quelqu'un qui cultive un bout de jardin et qui cultive ses tomates produit quelque chose qui est une forme dans laquelle il peut se reconnaître, et cette forme-là est bien le résultat d'un travail. Et pourtant, c'est une activité purement privée, qui ne relève pas de l'activité salariée. C'est aussi une notion qui est très ambivalente, parce qu'on peut aussi voir le travail comme un vecteur d'émancipation. Je pense par exemple à l'égalité au travail, ça fait partie d'une des grandes revendications dans l'histoire du féminisme. Oui, et la question de la liberté dans le travail, me semble-t-il, est vraiment centrale. Parce que si il y a cette dimension consciente d'activité dans le travail, ça signifie que ce qui est produit, indépendamment même des questions sociales pour l'instant, d'égalité salariale, ce qui est produit est toujours l'émanation d'une personne, d'une subjectivité, l'émanation. De sorte que lorsque je travaille, je produis dans le réel quelque chose qui est reconnaissable par autrui comme une émanation de ma subjectivité. En ce sens-là, le travail est lié à une activité libre de l'esprit, et surtout il est lié à une capacité que j'ai d'être reconnu par la forme que je produis. Mais ça, vous voyez, ce que je suis en train de dire, c'est abstrait. C'est une définition du travail abstraite. Parce que dans la réalité empirique, bien souvent, les choses ne se présentent pas comme ça. Mais d'où le fait qu'on peut être reconnu dans son travail, c'est-à-dire que on peut être mis en valeur, c'est-à-dire que notre travail, ça peut être une fierté, parce que on produit quelque chose, on en est fier. Moi, je suis journaliste, j'en suis fier, par exemple, parce qu'on produit quelque chose et que c'est une émanation de notre être. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une manière... Je suis content d'avoir compris. Le travail, c'est une manière qui est à notre disposition de faire surgir dans le monde, dans le réel, quelque chose qui ne vient pas tout à fait du monde, puisque ça vient d'un sujet, d'une personne. Vous voyez, travailler, c'est transformer. Mais transformer, c'est pas être un dieu qui produit à partir de rien. C'est transformer quelque chose qui est déjà là. Donc c'est dans la transformation, effectivement, que je me reconnais et que je suis reconnu. Raison pour laquelle,
quand j'obtiens le résultat attendu, je peux être fier de mon travail, au sens où j'en tire une reconnaissance. Pour autant, il y a aussi certains penseurs qui proposent une vision plus matérialiste et économique du travail, avec une hiérarchisation sociale avec le travail, et par leur vision, le travail apparaît aussi comme un vecteur d'aliénation. Je pense que c'est un mot qui est important, peut-être qu'on va essayer de définir, mais comme un vecteur d'aliénation au système qui est le nôtre, c'est-à-dire le système productiviste, capitaliste, néolibéral. Et oui, c'est pour ça que je disais là, en analysant comme ça rapidement la notion de travail, que par ce biais-là, par cet angle d'attaque-là, on obtient une définition abstraite en réalité. Parce que le travail, dans sa réalité sociale, s'incarne dans un monde. Et il s'incarne dans un monde où le mode de production varie. Et là, ce que vous évoquiez avec l'aliénation du travail, c'est une analyse qu'on trouve chez Marx. C'est-à-dire travailler, c'est fournir sa force de production au profit de quelqu'un qui détient les machines, pour simplifier, ou qui détient l'instrument de production, de sorte que le travailleur n'est pas, de ce point de vue-là, maître de son travail. Et la question de la reconnaissance fait problème. D'ailleurs, vous voyez... Je vous invitais ici à réfléchir le travail comme l'émanation d'une subjectivité, la transformation du donné par des outils. Par des outils. Et oui, mais aujourd'hui, la machine, et bientôt les robots, tout ça se substitue à l'outil. L'outil, c'est le prolongement du corps. La machine, elle est capable d'auto-activité, elle auto-produit les formes. De sorte que si, en tant que travailleur, je fais sur la machine ce que la machine ne peut pas encore faire, pour l'instant, alors d'abord je ne me reconnais plus dans la forme produite, elle est autoproduite par la machine, et d'autre part je travaille sur une machine dont je ne suis pas le propriétaire, de sorte que là le travail possède une dimension d'aliénation. D'où la question de la propriété des moyens de production. D'où la question chez Marx de la propriété, voire de l'appropriation des moyens de production, puisque lui il en déduit quelque chose qui est une théorie révolutionnaire. Il faut renverser les choses et faire en sorte que celui qui transforme soit lui-même propriétaire de l'instrument de production. Si on prend aussi la définition que vous avez dit vous-même, que en fait c'est pas dans le réel, c'est une définition assez générale, est-ce que promouvoir le travail comme une valeur, parce que c'est ce qui se passe quand même, moi je pense à Nicolas Sarkozy spontanément, le travail, etc., mais tous nos présidents, tous nos responsables politiques promeuvent le travail comme une valeur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une valeur, le travail ? Alors c'est une valeur. La question est de savoir si c'est la valeur d'une vie. C'est ça en fait votre question. La valeur, c'est une valeur. Le travail a de la valeur. C'est-à-dire que d'abord, il produit de la richesse, donc déjà, il y a une valeur ajoutée. Et puis d'autre part, alors ça c'est le travail dans sa dimension sociale, mais même sur le plan plus personnel, ici je produis une forme dans laquelle je me reconnais, mais ça peut être un travail de journaliste, vous produisez une émission, ça peut être le travail de quelqu'un qui produit, un sculpteur, qui dans son art va produire une forme dans laquelle il se reconnaît. Le travail possède une valeur. Bon. Mais la question est de savoir si c'est la valeur d'une vie. Est-ce que c'est dans le travail que la vie prend sens ? Et c'est là où, quand même, on peut réfléchir indépendamment d'une analyse marxiste. Par notre corps, j'indiquais, il y a une indication sur le fait que nous sommes faits pour travailler. Allez, si on opère une approche un peu métaphysique de l'homme, on n'a qu'à regarder un être humain, comment il est fait, et on aura une indication. Si, par nature, il n'était pas fait pour travailler, eh bien, il aurait, comme le dit Kant, les cornes du taureau, les griffes du lion, il serait équipé et tout. C'est-à-dire qu'on a des mains pour transformer, c'est ça. Alors, pour utiliser des outils. C'est-à-dire que la main permet l'outil. Alors un darwinien dirait c'est le résultat d'une évolution mécanique et l'outil... Non mais si on le regarde métaphysiquement, on va renverser, on va dire c'est pour travailler qu'il a des mains. Donc il y a une indication. Mais c'est une indication. Mais l'homme n'a pas que des mains. Il a aussi un regard, il est capable d'entendre. Autrement dit, il est capable par son corps de contempler le réel. Donc il y a quelque chose en l'homme qui est autre chose que simplement la capacité qu'il a de produire et de transformer. Il est capable de contempler. Donc il est capable de contempler le cosmos. Vous voyez ? Personne n'a jamais dit que le cosmos est laid. Personne. Je veux bien que la beauté soit relative, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui s'impose à nous quand on lève les yeux et qu'on regarde les cieux, qui est de l'ordre de l'harmonie. Bon. Nous sommes, par notre corps, destinés, s'il y a une destination de l'homme, non seulement à travailler, mais à contempler le cosmos, la nature, les œuvres d'art. Quand on travaille beaucoup, on n'a pas forcément le temps de contempler. C'est aussi, je pense, pour reprendre cette notion de droit à la paresse, je crois que c'est Sandrine Rousseau qui en parlait, je la cite, mais c'est pas du tout la seule qui a parlé de cette notion. C'est aussi le droit à, en fait, dans sa vie, aménager du temps où on n'est pas dans un effort salarial pour produire de la richesse, mais on est aussi à un effort où on passe du temps avec ses semblables et on contemple aussi la vie, on randonne, on prend du plaisir, on est heureux. Et voilà, ça veut dire
C'est-à-dire que si on arrive à penser que l'homme est à la fois un être potentiellement de travail, mais qu'il est aussi un être potentiellement de contemplation, pour prendre cette dimension de l'existence humaine, ça signifie qu'une vie réussie, c'est une vie qui trouve l'équilibre entre l'acte de production et le moment où on ne produit pas. C'est-à-dire le moment où on ne fait rien. Non mais, moi je suis professeur en classe préparatoire, j'apprends mes élèves à travailler. Puisqu'il faut travailler. Parce que mais ils veulent avoir un diplôme. Il y a un concours, il va falloir qu'ils décrochent quelque chose, il y a un concours à la sortie. Mais une culture véritable de l'esprit n'est pas qu'une culture du travail. C'est aussi une culture qui, par le travail, parce que c'est un travail, apprend à faire autre chose que travailler. Contempler, aller au cinéma, prendre du temps pour pouvoir... c'est pas... Vous voyez, là, je ne parle même pas du loisir, je ne parle même pas du divertissement. Alors, entendons-nous bien, je ne parle pas du loisir en tant que divertissement. Le divertissement, parce qu'elle nous dit, c'est une espèce d'agitation qui nous permet d'oublier que le temps passe. Vous savez, quand on se divertit, ça va très vite. Donc, si le loisir, c'est ça, c'est un oubli de ce que l'on est. Non, la contemplation, c'est pas ça. Ou les activités de production qui ne sont pas liées au travail économique, ce sont des activités de l'esprit dans lesquelles la temporalité est toujours là. Donc, c'est une dimension de l'existence humaine. Donc, vous voyez, le droit, on peut, en ce sens-là, parler d'un droit à la paresse, si tant est qu'être paresseux dans ce cas de figure-là, c'est consacrer son temps à autre chose qu'à la production. Mais parfois, pour contempler, il faut faire des efforts. Il faut prendre sur soi. Puisque l'œuvre d'art, par exemple, elle réclame une temporalité, et ça suppose de prendre sur soi. Donc, vous voyez, le travail comme valeur, oui, comme valeur absolue, ça se discute. Le travail aussi, donc on a vu que ça peut être un vecteur d'émancipation, mais ça peut être aussi un vecteur d'aliénation. Maintenant qu'on a posé ces deux oppositions, enfin, je pense que chaque idéologie peut s'approprier le travail et en faire ce qu'il veut, comme on a pu en parler. Maintenant, nous, dans nos vies, qu'est-ce qu'on peut en faire en fait de ces deux ambivalences, où on va en fait? Alors déjà, ce que vous dites est vraiment intéressant parce que vous évoquez l'idéologie. Alors l'idéologie, si par idéologie on entend des doctrines qui essayent d'expliquer comment il faut vivre, etc. La philosophie, très précisément, prétend échapper à ça. Non pas parce que c'est une pensée qui tombe d'ailleurs ou qui vient d'ailleurs, mais parce que c'est une pensée qui relève de l'art de poser le problème. Donc il faut échapper à l'idéologie. Faire en sorte. Bon, si par idéologie on entend autre chose, c'est-à-dire au sens marxiste, une pensée qui est déterminée par une époque, une société, etc. Bon, là encore, la philosophie doit faire l'effort, de s'extraire si elle le peut de ça, pour bien penser les choses. Donc, qu'il y ait des idéologies qui fassent du travail une valeur. Ce qui est frappant d'ailleurs dans la modernité, c'est très juste ce que vous disiez. Si vous prenez pendant la guerre froide, vous aviez deux blocs qui s'opposent et vous aviez deux visions différentes du travail. Et deux visions qui mettaient le travail au centre. Oui. Donc d'un côté le travail, puisque c'est le monde de la libre entreprise et de la libre production, et de l'autre côté le travail qui, au service de la classe ouvrière, va produire la révolution. Bon, en tout cas, va participer au succès de la révolution. Donc le travail apparaissait comme central. Mais il y a une vérité de ça. Il y a une vérité de ça, puisqu'il y a bien dans le travail une dimension proprement humaine. Mais il y a une vérité, c'est pas la vérité. Donc, si on fait un effort philosophique de s'extraire un peu des idéologies, un peu... Faisons-le. Mais un peu, parce que le philosophe, est-ce qu'il est hors du monde? Certainement pas. Oui. Hein. Mais un petit peu, autrement dit, si on pose le problème, on peut très bien s'interroger, comme le faisait un penseur de l'Antiquité grecque, sur ce que c'est qu'une vie réussie. On peut poser le problème. Donc, si réussir sa vie, c'est accomplir ce qu'il y a en nous d'humanité, ça veut dire que réussir sa vie, c'est accomplir à la fois ce qui en nous porte à l'acte de production et ce qui en nous met à distance de l'acte de production. Vous voyez, je vais faire une petite remarque sur ce que vous disiez sur la dimension idéologique. Moi, je trouve, il me semble, qu'on le voit dans la langue, une espèce d'évolution de la langue française, d'un seul coup, qui fait du verbe « faire » le centre de toute parole. On fait sens. On fait mémoire, on fait nation, on fait société. Non, on fait pas mémoire, on se souvient. On fait pas société. On fait pas société. Non, on s'associe pour constituer une société. Donc c'est quoi la nuance? Faire, c'est fabriquer. Vous voyez, donc il y a dans cette obsession de faire, il y a quelque chose qui, pour le coup, est comme l'émanation idéologique d'une société obsédée par le travail. Et par exemple, quand on dit qu'on fait société, c'est aussi l'acte, par exemple,
faire société, c'est faire une société juste, par exemple. Enfin, moi, dans ma tête, j'imagine ça. Donc, c'est faire une démocratie, c'est fabriquer de l'égalité. Parce que, par exemple, la démocratie, ça se fabrique. L'égalité dans une société, ça se fabrique. Alors, ça peut pas juste se vivre et ça peut pas... Non, ça se fabrique ou ça s'institue? Ça se fabrique en s'instituant. Mais en tout cas, vous voyez, regardez, ce que l'on fabrique, c'est ce qui est, justement, on fabrique quelque chose, comme dans une fabrique, en produisant un effet dans le monde, qui est une forme nouvelle. Donc, on peut fabriquer une société. Bon. Mais une institution, c'est pas ça. Une institution, c'est une création humaine, mais elle n'a de réalité institutionnelle que dans une durée. C'est-à-dire ce dans un espace, un temps donné. Temps et une durée. Oui. C'est-à-dire ce qui est institué, c'est fait pour durer. Raison pour laquelle un instituteur s'appelait instituteur, puisque son travail, c'était de faire surgir dans le monde quelque chose qui allait durer. Comme un soleil qui s'est levé et qui ne se disparaîtra plus jamais. En l'occurrence, la conscience éveillée d'un élève qui va devenir citoyen. Donc, ou la sécurité sociale. Voilà, donc une institution, c'est fait pour durer. Voilà, exactement. Ou la sécurité, ou l'école, ou l'université. C'est-à-dire quelque chose qui est fait pour s'installer dans une durée. Donc, plutôt que de parler de fabrication, vous voyez, ou faire quelque chose, parlons, si il s'agit du domaine politique, d'institution. Bon, s'il s'agit d'une œuvre d'art, c'est pas fabriquer comme on fabrique n'importe quel objet. Une œuvre d'art, c'est une œuvre de l'esprit, qui, en tant qu'objet de contemplation, est fait pour résister au temps. Donc là encore, elle est faite pour s'inscrire dans une durée. Alors ce qu'on fabrique, pas nécessairement. Ce qui est créé artistiquement, oui. En tout cas, si je me situe dans la perspective d'un art qui vise la contemplation du beau. Donc, vous voyez, cette espèce d'évolution de la langue qui fait du verbe faire, ou de la fabrication, quelque chose qui serait le cœur de nos existences. C'est une société qui met de côté la dimension proprement humaine de la vie. Vous voyez, faire mémoire, non, on se souvient. On se souvient. On a une mémoire. Et donc, la mémoire que l'on a, dans une certaine mesure, d'ailleurs, on l'a. On ne la fabrique pas de toutes pièces. Donc, après, on peut fabriquer. Oui. Non, mais pas de toutes pièces. Oui, voyez, l'historien aussi, il va, pour se souvenir, il faut savoir oublier et maintenir. Mais il y a quelque chose dans la mémoire qui est un donné. Il y a quelque chose dans l'institution qui est un donné. Voyez. Donc, ça veut dire que entre un être humain qui se pense comme purement passif, purement effet du monde, et un être humain qui se prend pour un dieu en voulant tout faire, il y a peut-être entre les deux un être humain qui est à la fois actif, en tant qu'il est une personne, mais passif, en tant qu'il est dans le monde. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'il soit capable d'être affecté, touché, vous voyez, qu'il soit capable de ne pas faire, quoi. Il y a des moments où il faut arrêter de faire. Voilà. Justement, on revient un peu à ce débat de quel sens on donne dans notre vie individuelle et collective à notre travail. J'entends beaucoup dans mon entourage... De personnes plutôt de génération au-dessus, que les jeunes aujourd'hui ne savent plus s'engager, et donc que ça a des conséquences directes sur notre vision du travail. Je vais faire deux comparaisons. Par exemple, dans une entreprise, il y a quelqu'un qui bosse, qui a, je sais pas, 50 ans, qui est dans l'entreprise depuis 25 ans, et voilà, c'est toute sa vie son travail. Et il y a un jeune de, je sais pas, 30 ans, qui est là depuis 1 an et qui se dit, bah, j'ai envie de bosser que 2 ans, j'ai pas envie d'avoir un CDI, parce qu'après j'ai envie d'aller faire le tour du monde. Donc c'est deux visions du travail qui s'opposent. Pour autant, est-ce que ce jugement moral, parce que c'est un jugement moral en fait, d'un féodé à cette jeune génération, de pas vouloir mettre le travail au cœur, est-ce que il est juste en fait ce jugement moral? Bon, alors d'abord, les jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Non, mais tous les jugements portés sur la jeunesse, c'est vraiment des jugements à la porte-pièce. Moi, je fréquente des jeunes gens par mon métier, ils sont très engagés, ils travaillent, ils travaillent même beaucoup, même au-delà d'ailleurs de ce qui parfois est raisonnable. Enfin, c'est un peu particulier en classe préparatoire, peut-être, mais moi je trouve qu'il y a un engagement là chez les jeunes gens qui est absolument remarquable. Donc là, ces jugements-là, c'est des jugements de personnes qui souvent ne côtoient pas la jeunesse, me semble-t-il. Bon, la jeunesse, c'est plus complexe, hein. Alors qu'il y ait des jeunes gens qui se détournent du travail, oui. Qu'il y en ait d'autres qui se détournent du travail, non. Bon. Mais d'autre part, regardez, vous faites la remarque, alors, certains jeunes gens ne veulent pas s'engager. Certains, hein, c'est-à-dire... Par exemple, je prends l'exemple du CDI. Oui. Mais souvenez-vous. Bien sûr. Moi, en tout cas, ça fait longtemps que j'entends dire, un métier, c'est fini. Vous allez changer de métier 10 fois dans votre vie.
Ouais. Alors, ça fait quand même 30 ans qu'on répète ça. Oui, c'est vrai. Donc, vous allez changer. Et d'ailleurs, ceux qui répètent ça, vous remarquerez que c'est toujours les mêmes dans les médias. Eux, ils n'ont pas changé de métier. Hein. Mais ils expliquent à tout le monde qu'il va falloir changer de métier 3 fois dans sa vie. Alors qu'ils sont journalistes depuis 20 ans. Voilà, aussi. D'accord. C'est peut-être ça aussi qui fait le métier, de pouvoir. Bon. Mais vous voyez bien cette idéologie de la flexibilité totale. Il va falloir changer de métier 30 fois dans sa vie, tout le temps, il faut s'adapter, etc. Donc, d'une part, on dit ça, mais d'autre part, on va reprocher aux jeunes gens qui pourraient prendre ça au pied de la lettre en disant, bah écoute, moi je vais faire ça 2 ans, je vais pas faire de CDI et je vais changer. Bon, d'autre part, vous voyez bien que ce discours-là, c'est un discours qui parle des jobs. Vous allez demander à un chirurgien qui a fait 15 ans d'études de changer de métier 3 fois dans sa vie, ou 4 fois. Vous allez demander à quelqu'un qui est un spécialiste, je sais pas moi, du grec ancien, qui a enseigné à l'université pendant 20 ans, il va falloir qu'il change de métier 4 fois dans sa vie. Mais vous allez avoir dans ce monde-là un paquet de gens qui jamais ne maîtriseront un art. Autrement dit, ça... C'est une limite, en fait, cette notion de flexibilité. Mais non, mais ça a une limite. Ça veut dire que tout travail n'est pas un art. Mais en tout cas, l'art, c'est une modalité du travail. L'art, mais pas au sens de la production artistique. Hein. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Un art bien maîtrisé, un savoir-faire maîtrisé, c'est... Allez, on va s'accorder là-dessus. 10 ans. Un ébéniste. Qui maîtrise bien son art. Je sais plus que l'humoriste qui disait 1000 heures. Oui, 1000 heures, moi je dirais 10 ans. Ça fait un peu plus. Mais oui. Mais en tout cas, du temps, là encore, du temps. Bon. Alors, vous n'allez pas demander à un jeune... C'est plus un souci d'orientation et de trouver un sens à sa vie que de réel, il faut changer de travail. Disons que, moi il me semble qu'il y a, alors pour le coup, quelque chose d'idéologique. C'est-à-dire une espèce d'apologie de la flexibilité qui pourrait peut-être rendre service à certains, en l'occurrence ceux qui vont bénéficier de la flexibilité des autres, parce que eux, ils ne seront pas flexibles. Hein. Donc la flexibilité des autres, ceux-là, ils pourront bénéficier, mais d'autres qui vont maîtriser un savoir-faire, qui vont s'engager dans une pratique, et il y en a, chez les jeunes gens, il y en a, ceux-là, ils ne seront pas appelés à changer 15 fois de métier dans leur vie. Voyez. Donc là encore, on retrouve cette espèce de... me semble-t-il, hein, sur le plan de nos représentations, cette espèce de vision d'un monde qui est soumis à une espèce de changement permanent. Vous voyez, c'est-à-dire rien ne doit durer. Rien. C'est-à-dire que l'idée qu'une chose puisse s'installer dans la durée devient pratiquement provocatrice. De sorte qu'un métier pratiqué dans la durée devient problématique. Moi, je vais m'arrêter d'ici quelques années, je ne suis pas pressé, hein, mais je peux vous dire qu'il me semble que je maîtrise mieux mon métier maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Évidemment. Parce que ça fait un moment que je fais ça. Et que je le fais, que je le refais, et que j'apprends. Mais c'est aussi parce que c'est un métier qui vous anime, que vous avez découvert votre voie tôt et vous avez pu vous investir dedans. Oui. Mais je pense que ce discours-là aussi s'adresse à des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, qui cherchent, qui essayent des choses. Oui, non, mais tout à fait. C'est pour ça que j'ai exclu l'article indéfini. Vous voyez, les jeunes, les travailleurs. Il y a des jeunes gens, il y a des professeurs, il y a des métiers, etc. Donc si on prend le réel dans toute sa diversité, il faut ne pas oublier ces métiers qui relèvent d'un art qui requiert une durée très longue, mais mon propos ne consiste pas à dire qu'on doit faire ça. C'est la vie réussie, puisque précisément, tout à l'heure j'ai essayé de proposer cette vision des choses, qui n'oublie pas ces moments où on ne fait pas. Donc il peut arriver qu'on pratique un métier qui ne relève pas de ça, qui pourra être beaucoup plus flexible, beaucoup plus changeant, mais il peut arriver aussi qu'en pratiquant ce métier, on se réserve des plages pour autre chose, qui peut aussi donner un sens à sa vie, et autre chose qui n'est pas de l'ordre du métier, de l'activité salariée, ou qui par ailleurs possède, on l'a dit, une valeur. Alors juste pour terminer rapidement, puisqu'on est déjà un tout petit peu à la bourre, mais j'avais vraiment envie d'aborder aussi cette problématique, c'est que j'ai l'impression que là, ça fait 15-20 minutes que notre discussion elle s'adresse quand même surtout aux personnes qui ont le capital culturel et le temps de penser à leur rapport au travail. Mais qu'est-ce qu'il en est pour les Françaises, les Français et même les êtres humains qui travaillent simplement pour survivre et pour nourrir leur famille et qui font pas du tout, qui ont enfin voilà, quand on est femme de ménage ou quand on est caissière ou quand on est éboueur, on pense, c'est pas la même réflexion par rapport au travail. Et c'est là que nous retrouvons votre question de tout à l'heure sur l'ancrage du travail dans une réalité sociale et économique. Il y a l'idée du travail selon laquelle la production de quelque chose permet d'être reconnu et de se reconnaître, et puis il y a la réalité d'un travail pris dans un monde économique
mécanisé, qui ne laisse pas beaucoup de place ni à la production de forme, ni à la reconnaissance possible. Donc il arrive effectivement que sur le plan social, l'activité du travail soit une pure et simple activité productrice. D'où la nécessité de penser autre chose que le travail, c'est-à-dire un temps consacré à autre chose. Vous évoquiez tout à l'heure les manifestations sur la question des retraites. Moi, il me semble que 2 éléments de réflexion rapides. Bon, il y a 2 arguments. Alors, le temps, vous remarquez, est très central, très présent. Par exemple, là, regardez, on vit plus longtemps. Donc, il faut travailler plus longtemps. Ça, déjà, bon. Vous vous souvenez l'Angélus de Millet? Économiquement, vous c'est déjà... Vous vous souvenez de l'Angélus de Millet? Vous voyez la toile? Donc, vous avez 2 personnes qui sont dans un champ, vous savez, dans le 19e siècle. Bon, regardez bien cette toile. L'espérance de vie à l'époque, elle n'est pas la nôtre. Essayez d'imaginer ce qu'est une vie dans la durée, dans ce monde-là. C'est lent, c'est long, on sent le temps qui passe. Il n'est pas évident qu'une société obsédée par le travail et le divertissement vive plus longtemps. Enfin, l'horloge dira que c'est plus long. Mais la vie vécue, pas évident qu'elle soit plus longue. Peut-être même qu'elle s'accélère au point de s'écraser. Donc dire à des gens, vous vivez plus longtemps, il va falloir travailler plus longtemps, d'abord c'est oublier que pour certains, 2 ans, c'est un effort physique absolument insupportable. Et d'autre part, c'est peut-être passer à côté d'une réflexion sur ce que c'est qu'une vie dans une société de plus en plus mécanisée. Il y a le ChatGPT là, qui va sortir, qui va peut-être bouleverser les choses. Donc, il serait temps de réfléchir, non pas en termes de quantité ou de durée, mais en termes d'organisation, de qualité, d'organisation. Donc, l'argument du temps, vous voyez, c'est les mêmes qui disent on fait tout, il n'y a plus d'instituteurs, on fait tout comme ça. Et c'est les mêmes qui disent ah oui, non mais là par contre le temps, là oui. Mais parce que c'est le temps de l'horloge. Vous voyez, on ne parle pas de la vie, on ne parle pas du temps vécu. Merci beaucoup Jean-Marie Fred pour avoir répondu à mes questions. Alors bon, c'est une vaste question, j'ai l'impression qu'on a effleuré le sujet, mais malheureusement le temps file.